Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la deuxième partie de la suite de l'enregistrement de René Chouet, réalisé le 15 juin 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne. René Chouet, le 15 juin 2009 à Périgueux, suite de l'entretien du 25 mai. Moi, j'ai beaucoup, comme ça, opéré. Alors, y compris au boulot. Au boulot, c'était marteau-piqueur. Comment faire pour ralentir la machine, parce que creuser les usines, c'est parce que, si tu veux, les Alliés écrasaient toutes les usines en surface. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans tous ces camps, ils nous ont fait attaquer les collines, les montagnes, etc., pour creuser des usines. Et donc, quand je ramasse la dysenterie, là, voilà. Alors là, je suis muté, si tu veux, mais c'est l'administration du camp qui fait ça, les politiques qui font ça. Je me retrouve à la forge. Alors, mais là, comment faire dans ces machines, dans ces galeries où on creusait les mines, pour essayer de faire en sorte d'en faire le moins possible tout en faisant le minimum, sinon tu te faisais écraser. Et comme de surcroît, tout était fignolé, parce que c'était organisé de main de maître, la destruction des individus. Des fois, par exemple, ils te proposaient, voilà, on mourrait de faim, et on te disait, voilà, si vous faites 10 cm de plus d'avancée, vous avez une gamelle de soupe. T'as des gars qui étaient affamés, les pauvres, et puis qui voulaient faire. Et toi, tu disais non, parce qu'après, ça va être la règle. On va faire 10 minutes de plus, mais ce sera 10 centimètres de plus par jour, mais pour cela, et puis demain pour tout le monde, et puis après-demain, voilà. Donc, ça, les mots ne suffisaient pas, des fois. Ça se bagarrait. C'est un aspect de la résistance. Comment faire pour que... Et ensuite, j'étais muté à la forge. Alors, dans cette forge, moi, j'étais pas forgeron, puisque j'étais plâtrier d'origine, et je me retrouve à la forge. Alors, on avait des marteaux-piqueurs, avaient des pointes comme ça, tu sais, qui s'amanchaient et puis qui servaient à creuser le sable. Et là, ces pointes, évidemment, le bout s'usait. Donc, venaient à la forge pour qu'on refasse les pointes, etc. Alors là, il y avait plusieurs trucs, mais il fallait faire très attention. Mais les gars étaient affûtés là aussi. C'est de faire brûler un peu. Tu sais, quand l'acier fond, tu vois les étincelles. Ça fait un peu comme les jours de Noël, quand tu fais brûler les petits trucs pour les gosses là. Et là, ça fait ça. Seulement, il faut voir que il faut pas se faire prendre en train de faire cramer les mines, là, les pointes. Donc on fait ça, et puis aussi il y a une autre façon de faire en sorte qu'elle dure pas longtemps, c'est la trempe. Parce qu'une fois que tu avais fait, une fois que c'était bien affûté, hop, tu trempais. Alors selon comme tu trempais, soit le bout s'usait vite, il devenait vite rond, soit il se brisait. Donc si tu veux, c'était des astuces comme ça, quoi. Et puis, autre chose, on savait déjà, on savait qu'il fallait pas boire d'eau. Or, évidemment, quand tu creuses des trucs, ça coule de tous les côtés. Et souvent, comme les types étaient fiévreux, donc je me retrouve. Et si bien qu'à un moment donné, on m'appelle tisane, là. Parce qu'au fur et à mesure que les gars apportaient leurs trucs, si tu veux, on avait reçu une gamelle à l'arrivée dans les camps. Celle-là, il fallait jamais la perdre, la gamelle. Un déporté qui perdait sa gamelle, il était cuit. Parce que il savait comment se faire servir la soupe, quoi. Donc, il y avait toujours des gamelles comme ça. Alors, comme on creusait une cuisine, mais on creusait ces galeries, mais malgré tout, il y avait à l'extérieur, il y avait des arbres, des choses comme ça. Alors, les gars cassaient des branches, on faisait de la tisane avec n'importe quoi, mais c'était chaud. Donc, voilà. Si tu veux. Alors, c'était comment se sauver, là, comme ça. Et là, après, je me fais brûler les yeux, si tu veux, parce qu'en étant un peu avant d'être dans dans la forge, j'avais été
nommé comme serrurier, parce que pour évacuer tout ce sable, tu peux bien penser, dans les galeries, il te faut l'électricité, il faut mettre des rails, des wagonnets, et ensuite tu avais des tapis roulants qui apportaient le sable très loin. Parce que je t'ai dit, 3 kilomètres, 25 mètres de 8 mètres de haut, 25 mètres de large, tu vois un peu les galeries, les quantités de sable. Et donc, bon, ça s'enrayait un peu, tous les roulements à billes, les tapis roulants qu'apportaient. Et là, j'avais été mis avec un Tchèque. Et c'est là où aussi j'ai parachevé par rapport à Munich et l'abandon de la Tchécoslovaquie à Hitler. Là, le type, il s'est chargé, mais c'était un civil, ça. Ça devait être un STO ou un type travail forcé tchèque. Ils n'avaient pas la possibilité, sans doute, de se tirer. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai appris Munich et puis l'amour qu'ils avaient pour nous. Je te dis pas. Nous tu vois, en ce temps, on a l'impression d'être le pays des droits de l'homme et des citoyens. Les types n'ont pas forcément la même opinion en fonction de la politique de l'État. Donc voilà. Mais lui, le type, alors on soudait les choses, évidemment, ses roulements à billes se cassaient, on soudait, etc. Seulement lui, il soudait à l'autogène. Mais il avait un masque. Mais moi, j'étais avec lui et j'avais rien. Donc, par conséquent, les yeux cramés. Et là voilà, alors, infirmerie à nouveau. Alors, là-bas, il y avait un remède qui était... Tu le trouvais si tu avais des plaies aux pieds, à la tête, partout. C'était du papier élastique. Alors, on m'entourait la tête et on m'a amené le lendemain. J'étais au boulot quand même, hein, j'étais aveugle, mais j'étais au boulot. Et puis la tête entourée de papier partout. Et puis moi, assis à côté de la forge, les gars là comme ça. Et puis le SS passe. Eh bien, le SS passe. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est celui-là? Il demande aux autres. Ben, il dit, voilà, les autres expliquent. Pouf, encore une fois, le gaz, il passe, c'est bon. Rien. Voilà, alors si tu veux. Mais tout ça, tu vois, ça se passe, c'est l'organisation qui essaie de sauver le maximum de temps. Une autre fois, dans cette forge, et à la meule, un bout de ferraille me vole dans l'œil. Et là, bon, pareil, et pouf, alors voilà, me voilà à nouveau à l'infirmerie. Et là, je ne sais pas comment, je me retrouve à l'infirmerie et je me retrouve sur un truc allongé. Et grande discussion entre un Toubi qui parlait français, mais je crois d'origine hongroise, et les copains de l'organisation clandestine. Et qui discutent, parce que le type, il avait qu'est-ce que c'est, je n'ai jamais su, et je ne le saurai jamais, comment enlever le bout de ferraille que j'avais dans l'œil. Alors, il y avait cette piqûre, sans doute, c'était pour anesthésier la plaie, je ne sais pas, pour pouvoir enlever le bout de ferraille. Il y a une discussion formidable. Et moi, je me rappelle, j'étais allongé comme s'il ne s'agissait pas de moi, si tu veux, voilà. Et alors, le Toubi disait, mais non, j'en ai qu'une. Et l'autre disait, mais tu vois bien, c'est un jeune. Si tu ne lui fais pas, tout de suite, il va perdre l'œil et il est mort. Alors bon, gros truc, enfin, pouf, j'ai eu droit au truc qui m'a enlevé. Donc, tu vois, tout ça, ça se faisait... c'était tout ça, c'est l'organisation clandestine. Il y a des types qui ont été sensationnels. Et moi, j'ai fait mais ça peut être l'espoir des hommes, à quoi ça tient. Moi, je me rappelle avoir discuté avec un chrétien. Enfin, il y avait beaucoup de chrétiens. On s'entendait beaucoup avec les chrétiens dans les camps parce qu'on avait au moins quelque chose à qui se référer. C'était Dieu, nous, c'était l'avenir, c'était l'homme, etc. Et moi, je me rappelle de conversations comme ça avec ce gars qui m'avait expliqué que Dieu était que le Christ avait été le premier communiste, qu'il voulait chasser les marchands du temple et puis qu'il fallait s'occuper des pauvres, être solidaire, fraternel, etc. Lui aussi. Donc, si tu veux, sur ces valeurs fondamentales, ça s'est retrouvé. Je me rappelle, lui avait répondu, ben écoute, si on s'en sort, si je m'en sors, eh bien, je te ferai comme ton Jésus-Christ. Je serai toujours aux côtés des pauvres. Ça m'a manqué. Ça va, j'ai pas failli à ma parole. Mais d'autres choses je me rappelle, il y avait un avocat de Toulouse. Alors lui, il se baladait comme ça partout et il faisait les lignes de la main. Ça peut paraître curieux. Alors il te faisait les lignes de la main. Moi, il est venu comme ça, il passait. Il me disait, fais voir ta main là un peu. Oh, il est putain, t'as de la chance, toi. Oh, ben alors, hein. Il dit, non, mais t'es pas prêt de laisser ta peau ici. Tu auras 3 femmes. Mais j'ai dit, c'est déjà fait. Ah, il m'a dit, non, ça c'est des beautés, des femmes avec qui tu vas vivre. Tu vois, alors,
Et le type, il faisait le tour comme ça. Mais tu vois, ça a l'air de rien, ça. Et ben, je t'assure qu'il y a des gosses, il leur disait c'était de la connerie. Mais attends, il y a des tas de gars, ça, voilà, ça. Donc, pour en revenir aussi à mon chrétien, si tu veux, à Melk, on avait un abbé qui s'appelait l'abbé Varnou. Il était de Limoges, c'était un ancien résistant. Il était de la ville qui est rouge dans la Haute-Vienne, mais depuis toujours, depuis le départ du Parti communiste. Voilà, je me rappelle, peu importe. Et ce prêtre, à un moment donné, si tu veux, a tout fait pour rester chez nous à Melk. Parce que tous les prêtres, Hitler avait pris, enfin les nazis avaient pris une décision, c'est de rassembler tous les prêtres à un moment donné à Dachau. Donc ils sont tous partis à Dachau. Et lui, il n'est pas parti à Dachau. Il est resté là, au milieu de nous, parce qu'il était en contact avec tous ses camarades croyants. Et alors, comme à Melk, y compris dans les galeries, il y avait des civils autrichiens, il était rentré en contact par l'intermédiaire de civils autrichiens avec le prêtre de Melk. Il lui avait fait demander du pain azime, c'est-à-dire pour faire la communion de ses copains, et il avait réussi, si bien que quand... alors, il fallait que ce soit discret, c'était pas des masses de gars, c'était pas sans doute par groupe et tout ça. Et alors, c'était, quand il faisait des coups comme ça, qu'il faisait avec ses copains croyants, alors c'est les communistes qui gardaient qui veillaient au grain pour qu'il ne se fasse pas coincer. Parce que tout ça, c'est, je te dis pas la quantité de précautions, et tout, ouais, parce que on a souvent dit que la résistance, c'est l'armée des hommes. Mais là, je peux te dire que les clandestins dans les camps, qui faisaient un boulot comme ça, c'est l'homme des hommes. C'est quelque chose de phénoménal. Et voilà. Alors moi, tous ces gars, moi j'ai vécu au milieu de tous ces gars. Voilà. Alors ça, c'est Melk. Autrement dit, là, j'ai tout vu. J'ai vu les tueurs. J'ai vu le gars qui tenait plus le coup, qui était arrivé au point où les nazis voulaient nous rendre, et puis j'ai vu ces types extraordinaires qui prêts à mourir pour leur dignité, pour le respect des autres, pour essayer d'en sauver le maximum. Voilà, alors si tu veux, ça c'est mon passage à Melk. J'en passe des meilleurs, bref. Alors là, il faut dire, si tu veux, on peut toujours se poser la question, on la trouve beaucoup cette question, est-ce qu'on peut s'évader? Il y a eu est-ce qu'on peut se soulever? Il y a eu, c'est vrai, il y a eu, notamment dans les camps de destruction, d'extermination, dans les commandos où on passait les types au crématoire. Il y a eu des soulèvements. À Mauthausen, il y en a eu un de 400 officiers russes qui étaient condamnés et qui ont tenté un jour le tout pour essayer de se sauver. Et ils ont fait une opération extraordinaire, quoi, hein. D'abord, ils ont tué tous les capots, le chef de bloc et tous ces matraqueurs, ces tueurs-là. Et ils ont pris leur truc et ils ont fait sortir tous les gars comme si c'était les capots qui faisaient. Ils jouaient le rôle de capot en gueulant, en tapant dessus et tout. Et il avait neigé. Et alors, les gars, il faut te dire, c'était à proximité des Miradors. Alors tout ça, ils avaient entaché puis ils entassent la neige comme ça, et à un moment donné, si tu veux, ils arrivent, ils sortent les inspecteurs, ils aveuglent les gars qui étaient dans les miradors, là. Non mais là, quelque chose, c'est le tout pour le tout, là, hein. Et ils ont réussi à se sauver comme ça, mais ils ont quasiment été tous repris, parce que avec les chiens et tout ça, y compris la population qui s'est mise à courir avec les SS et tout le truc. Mais voilà, si tu veux, il y a eu des soulèvements comme ça. Alors, tentative d'évasion à Melk, il y en a une de réussie. Un gars qui avait sans doute pris des contacts, parce que n'oublie pas que Melk, c'est au fin fond de l'Autriche. Il fallait d'abord qu'il parle allemand, où il a trouvé les fringues, il a fallu qu'il ait une cheville quand même dans le... Donc, voilà.
Et lui, il n'a pas été repris. Alors par contre, il y en a un autre qui a tenté, je pense que c'était un Russe, il a été repris. Et on l'a pendu, on nous a tous rassemblés et on l'a pendu. Devant nous tous. Alors bon, on a levé le calot, et le type il est mort en levant le poing, enfin quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Alors celui-là, il y en a un autre aussi qui avait tenté de s'évader et qui a été repris. Alors lui, ils l'ont mis à poil l'hiver à l'entrée du camp, et de temps en temps il sortait pour lui foutre un seau d'eau. Tu penses bien, le matin c'était un bloc de glace, quoi. Donc c'est pour te dire la férocité, quoi. Il y a un autre exemple qui me suit, qui m'est resté comme ça sur le fait que ces théories racistes, anti-humaines et tout ça peuvent atteindre des degrés. Un jour on rentre comme ça du travail. On était plusieurs milliers alors sur la place d'appel, toujours dans les camps, dans les grandes places d'appel. Et là, toujours par rang, par 5, tu sais, par groupe de 100. Et alors que je te compte et que je te raconte, là, ils sont capables de nous faire passer des heures et des heures quand c'est pas des jours et tout le truc. T'en peux pas, il pleut, il gèle et tout ça, où il fait 40, tu es là, et tu n'as pas le droit de bouger le petit doigt, des types tombent, etc. Ça branche pas, il faut pas brancher et tout le truc. Et puis là, à un moment donné, il lance tous ceux qui se sentent fatigués, malades, qu'ils sortent des rangs. Hein, il pourra aller se reposer à l'infirmerie. Alors, aussi sec. Non, sorte pas, bouge pas. Et alors qu'on n'a pas le droit de parler. Hein. Ça se passe tout comme ça. Bouge pas. Hop. Et puis t'as les types qui sortent. Parce que ceux-là, ça veut dire qu'ils sont déjà morts. Et ou qui a envie qui sont au bout, mais alors au bout. Alors je te dis pas, c'est des fantômes ils y vont comme ça. Mais il y en a quand même plusieurs dizaines, peut-être même des centaines, qui sont sortis comme ça. Et alors là, ils les ont fait danser. Alors il faut te dire que dans beaucoup de camps, il y avait des orchestres constitués par des déportés. Et là, ils leur jouent « J'attendrai le jour et la nuit ». C'était une chanson qui en France était chantée par Rina Ketty à l'époque, je me rappelle. Et là, ils les font danser. Évidemment, les types tombent, ils s'effondrent au bout d'un certain moment, et ça continue jusqu'à ce qu'ils tombent. Et t'en avais d'autres déportés qui chargeaient les types qui étaient tombés sur des charrettes, et en voiture, crématoire. C'est quelque chose de fou. D'ailleurs, pour te dire, les crématoires, quand j'étais... Alors je vais sortir un peu du coq à l'âne comme ça, mais quand moi j'étais à l'infirmerie pour la dysenterie, moi j'ai vu des corps allongés, quand tu étais considéré comme un mort, ils t'enlevaient les vêtements pour que ça serve à d'autres. Et là, ils étaient à poil, allongés, ils bougeaient encore, hein, les types, ils n'étaient pas morts. Hein. Ils avaient le matricule qui était marqué sur leur corps nu, et hop, crématoire. Mais les types n'étaient pas morts. C'est pour te dire jusqu'à quel degré de férocité, de haine, de mépris des êtres pour en arriver à se comporter de cette façon. Voilà, c'est un peu... Enfin, je dis ça en vrac, évidemment, il aurait fallu que je le bâtisse, mais j'ai pas le temps. Et puis comme j'ai pas je crois que j'en ai plus pas pour des décanes. Alors je vais comme ça, naturellement. C'est d'abord dans la nature. Voilà, alors ça, c'est Melk. Alors là c'est là où je découvre des... Pour moi, je les ai toujours considérés comme des surhommes, d'ailleurs, ces types. Extraordinaires. Ça, tu pouvais pas les réduire, ceux-là, il fallait les tuer. Voilà. Et ça, voilà, je le dis toujours, c'est l'honneur, le courage, la droiture, le courage, la dignité, fait homme, voilà, ça, voilà. J'ai été très marqué par ça, voilà. Et puis, bon, évidemment, les Russes, un jour, les Russes avancent, tout ça, ils arrivent à 15 kilomètres de Melk. Oh, on réussit à nous évacuer. Alors là, on nous évacue sur un autre camp qui s'appelait Ebensee.
Alors les uns, ceux qui étaient trop fatigués, malades, par camion, ils les amènent au camp central, à Mauthausen. D'autres, ils les évacuent par le Danube et puis d'autres par le train. Moi, je suis parti par le train. Mais par le train, alors dis-toi bien que là, on est des mecs qui pesent 30-35 kilos. Et là, sur des plateformes d'ailleurs. Or, en Europe centrale, où il fait très chaud, où il fait très froid. Et quand ça s'y met, et comme on ne tient pas en l'air, évidemment. Donc là, on passe quand même, je ne me rappelle plus exactement, 2 ou 3 jours pour arriver à à Ebensee. Et à Ebensee, alors, Ebensee, c'est extraordinaire, là. Parce que c'est un camp qui est au pied du Tyrol. Le décor est sensationnel. Et alors là, tu as les baraquements qui sont construits au milieu avec des allées, des pins. Et on arrive là, peut-être. Alors nous, on n'était pas épais, mais le reste, attends. C'est des fantômes de fantômes. Et alors, on nous avait donné au départ une boule de pain qui pouvait faire peut-être 5 ou 600 grammes. Mais on avait appris que là-bas, d'ailleurs, quand tu avais un morceau de pain, j'aime bien te dire, tu l'avalais que quand c'était de la salive. J'aime bien te dire que tu remâchouillais tout ça. Et là, donc, on avait appris à faire attention, quoi. On s'est dit, on ne sait jamais où on va, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et là, alors là, les types nous sautent dessus pour des gens affamés. Alors eux, déjà, ils ne mangeaient plus. Là, ils leur donnaient plus rien, quasiment plus rien à bouffer. Et nous, on arrive là-dessus. Alors c'était un camp qui était quelques centaines au départ, et là, je crois qu'on a fini à 18 000, quelque chose comme ça. Alors, dont 7 000 étaient à l'infirmerie. Il est mort dans le dernier mois, 5 ou 6 000 gars. Alors c'est pour te dire, j'ai failli être du lot, moi. Donc on est arrivé là dans ce camp. Alors, il faut te dire que dans ce camp aussi, il y a l'organisation. Moi, je ne le sais pas. Moi, le commun des mortels, je ne le sais pas. Même si je suis embrigadé dans le Gourbi, dans l'organisation clandestine, moi, je fais ce qu'on me commande parce que je suis toujours quand même le gamin, hein. Sauf qu'il a beaucoup changé sur le plan moral, voilà. Et sur la connaissance des choses, il reste que tu t'improvises pas comme ça un gars organisateur de la lutte de tout le monde. Donc il y avait, mais les copains nous arrivions de Melk, les directions du camp d'Ebensee, des déportés toujours. C'était des gars Brigade internationale, CGT, Parti communiste, etc., ou gaullistes, ou prêtres. Non, prêtres, il y avait toujours notre curé de l'abbé Arnoux. Donc là, on arrive dans un camp infernal. Mais je t'ai dit, c'était beau. On était au pied du Tyrol, tout ça. Tu voyais les bouquetins dans la neige et tout. Il faisait un froid terrible, là. Et par contre, ce qui était frappant, t'avais plus d'herbe, t'avais plus d'écorce aux arbres, plus de feuilles. Tout ça, ça avait été bouffé par les gars, qui étaient affamés. Alors c'est là où, si tu veux, dans ce camp, on ne l'a pas constaté sur le coup, mais quelques jours après, tu avais des cadavres qui pourtant pesaient 30 kilos dans les allées, parce qu'ils s'en mouraient de tous les côtés, c'était fou. Et tu avais des gars qui se livraient à du cannibalisme. Pourtant, j'aime mieux te dire il fallait qu'ils grattent les os pour en sortir un peu. Et là, voilà, on tombe c'est de la folie, on tombe dans un camp, là, c'est la fin de tout, c'est la fin de tout. Et là, aussi, c'est aussi là, on nous fait creuser, mais alors là, c'est dans le rocher. On nous fait creuser, là aussi, une usine. D'ailleurs, il y a une partie, parce qu'il y avait 2 collines, donc on avait attaqué les 2. Moi, dans celle où j'étais, c'était pas encore tout à fait au point. Mais dans l'autre, ils avaient commencé à fabriquer de l'essence à partir du charbon, etc. Donc, si tu veux, toujours pour maintenir l'industrie de guerre. Et là, moi, je me retrouve dans cette mine-là, hop, je me ramasse la dysenterie pour la 2e fois. Et là, alors là, c'était la fin, si tu veux.
Et là, pourtant, ça n'a pas duré longtemps, mais en l'espace de 3-4 jours, j'étais un type complètement fini, quoi. D'abord, les types me portaient, mais tu étais amené au boulot quand même jusqu'à la mort. Hein. Les types me portaient et tout ça. J'étais conscient. J'en étais arrivé à un point que je n'arrivais plus qu'à reconstituer le visage de ma mère. Je pouvais plus voir le visage de mon père, c'était effacé, de ma sœur, tout ça, le pays, tout ça, le pays, Périgueux, tout ça, mes copains, tout ça, je voyais plus rien. J'avais sauvé il n'y a que le visage de la mère. Et si tu veux, j'en étais arrivé à un point où là, je disais, revoir ma mère et revoir la France et mourir, si tu veux, tu vois. Ça veut dire que moi, là, j'étais mal barré, vraiment. Et là, alors dysenterie, je faisais le sang. Et je me vidais complètement. Par hémorragie intestinale et tout le truc. Et à côté de ça, tu avais des gars qui mangeaient de la tourbe. Parce que la tourbe, c'est un charbon friable. Ils mangeaient de la tourbe. Le seul inconvénient, c'est que la tourbe s'entassait dans leurs intestins et elle ne pouvait plus sortir. Alors tu les voyais avec des bouts de bois ou des bouts de ferraille à l'anus pour essayer d'enlever, de dégager un petit peu. Et moi, à côté, je mourais parce que hémorragie. Et là, j'ai essayé, j'ai dit, si ça pouvait me l'arrêter, j'ai essayé de bouffer de la tourbe. C'était tellement dégueulasse que, au fond, je dis, allez, mourir pour mourir, tu vas mourir comme ça, quoi. Mais c'est pour te dire, là, les gens étaient affamés, mais alors là, à Melk, on arrivait tant bien que mal, parce que comme on tenait, enfin, que l'organisation, si tu veux, ça a été quand même un cas où l'organisation du parti et de la résistance intérieure a fait qu'on a pu sauver beaucoup de copains, même si c'était dur, etc. Mais là, c'était terrible. Bref, malgré tout, les dirigeants des formations se sont rencontrés, mais ça nous dépassait, nous les petits gars en bas. Et là, alors, on arrivait à la fin du conflit, mais les SS avaient décidé de nous détruire. Et pour cela, de nous amener dans les mines et de nous faire sauter, à la dynamite les galeries. Et puis, comme ça, tout le monde était enterré, on ne voyait plus rien. Sauf que c'est toujours le même système. Tu as des déportés partout, y compris dans les casernes de SS et tous les trucs pour faire leur boulot. Et qui, dans la nuit, interceptent cette décision des SS de nous conduire. Et alors, y compris le langage qu'ils allaient nous tenir. À savoir que les Américains étaient à proximité, qu'il pouvait y avoir des bombardements et des combats, donc pour essayer pour sauver nos vies, nous proposer de nous amener à l'abri dans les galeries, etc. Sauf qu'il y avait des wagons de dynamite qui étaient tout prêts à faire sauter et d'enterrer tout le monde. Et là, l'organisation clandestine, alors, l'a intercepté ce truc dans la nuit par tous ces gars, et à partir d'une certaine heure, si je ne me rappelle plus exactement, 7 heures par là, quelque chose, on ne devait plus sortir de nos baraquements. Mon pauvre, il y avait 50 baraquements. Les 50 baraquements ont été avertis que le lendemain matin, on allait nous rassembler pour nous poser cette question, à savoir d'aller dans les galeries, et qu'il fallait répondre non. Alors tu vois, et tout ça se passe, attends, tu as pas 16 ou 17 000 ou 18 000 Français, là, hein, tu as 20 nations. Et tout ça, ça se traduit. Et le matin, on nous amène sur la place d'appel et le commandant du camp SS nous fait cette proposition. Et alors là, ça a été un non unanime, mais tu vois, 10 000, on est 10 000, je crois, sur la place d'appel comme ça, qui répondent non, quoi. Et alors, bon, ça c'est impressionnant, mais les Américains étaient aussi à proximité, hein, si bien que là, les SS ont pris peur. Et quasiment le soir, si tu veux, ils sont tous tirés, y compris les capots qui avaient beaucoup tué. Ceux-là, ceux qui ont pu se sauver, j'aime te dire qu'ils sont pas restés. Ceux qui n'ont pas pu, ils n'ont pas été loin, ils ont été séchés sur place, ils ont été tués par les copains qui en avaient tellement souffert, tellement. Voilà, alors. Voilà, ça c'est un peu
ce camp d'Ebensee où en peu de temps, je crois que j'ai vu plus de morts à Ebensee en l'espace de 15 jours ou quelque chose comme ça que j'en ai vu à Melk et à Mauthausen. Mais là, tu en avais partout. On ne pouvait même plus ramasser, il y en avait partout. Alors, je ne dis pas dans les baraquements et tout, c'était... Mais il arrive un moment, je t'ai expliqué le coup de ces gens qu'on fait sortir des rangs pour les faire danser, etc. Ils savaient, ils savaient qu'ils n'allaient pas se reposer à l'infirmerie, ils étaient arrivés du boulot, et moi je me trouvais un peu comme ça, non pas dans cet état d'esprit d'y aller volontairement, mais voilà, revoir la France et ma mère et mourir, quoi. Au fond, tu vois, j'étais vraiment rendu à la limite, quoi. Et là, donc, le soir, comme ça, c'est le 4 ou le 5, je ne me rappelle plus exactement, où les SS se tirent, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'administration du camp, elle est quasiment entre les mains des déportés. Et là-dessus, évidemment, le lendemain matin, arrivent deux estafettes qui étaient l'avant-garde de l'armée américaine. Et là, je te dis pas, c'est le délire, quoi, le délire. Alors tout le monde se retrouve sur la place d'appel et tout le monde chante la Marseillaise dans toutes les langues. Tu vois, c'était quelque chose. Et alors, non seulement j'avais la dysenterie, mais depuis plusieurs semaines, j'avais la voix cassée, c'est-à-dire je ne pouvais plus sortir certains sons, quoi, parler normalement. Et je me rappelle j'avais tellement le cœur qui gonflait, j'ai dit putain, je vais crever sur place. Alors tellement le choc avait été fort. Et là, évidemment, bon, donc tout ça, les SS se foutent le camp, donc l'administration du camp. Et alors là, on achevait. Alors à ce moment-là, si tu veux, à nouveau, ce vieux gars que je t'ai dit, qui avait peut-être 40 ans, je ne sais même pas, vient me chercher, allez hop toi, et m'amène à la boulangerie. Et là, l'espace, c'est fou ce qu'un homme peut vite descendre quand il en est réduit à ça. Mais c'est vite comment il peut revivre, si tu veux. Et ça s'est produit comme, hop, il m'a dit, allez toi, hop, et il m'amène à la boulangerie. Et là, il me faut manger du charbon de bois. Tu sais, quand je t'ai parlé de Melk, alors tu vois, c'est tout mélangé en ce qui concerne la dysenterie, où là, on se mettait pour empêcher les gars de boire, sinon ils mouraient. Mais moi, il m'a dit, tu bois pas, toi. On va te donner de la soupe, tu la manges pas. Parce que c'est tout du hérétique. Hein, c'est des feuilles de chou, c'est des betteraves, etc. Et alors là, ils me faisaient passer dans la nuit du charbon de bois et toujours une gamelle de café, enfin ce qu'on appelait café, qui n'en était pas d'ailleurs. Hein. Voilà, alors comme ça, pratiquement, ça se termine à Ebensee, quoi. Alors c'est si tu veux, c'est tous ces types. Alors là, je vais faire connaissance des gars qui venaient me chercher, qui me faisaient faire des opérations, avec qui j'étais, etc. Alors ce vieux gars qui vient me chercher, figure-toi, j'étais donc à la boulangerie. Au bout de 4-5 jours, avec le charbon de bois, ça s'arrête, etc. Et là, je me rappelle, il y a eu des scènes extraordinaires où on est allé chercher les gens du village pour ramasser les cadavres. Il y en avait partout. Comme ils allaient pas assez vite, les copains déportés avaient tendance à les bousculer un petit peu, les civils. Et les Américains étaient là pour les empêcher. Ils te foutaient la mitraillette sur le ventre, ça aussi, je me rappelle. Aussi, comme les gars étaient affamés, quand les SS sont partis, tu en as qui sont enfuis du camp, enfin qui allaient enfuis, et puis ils sont allés chercher du ravitaillement. Eux, ils sont allés dans les fermes, ils ramenaient les vaches et tout. Et comme à Ebensee, c'était un pays féerique, quoi. Il y avait un grand lac extraordinaire, qui est d'ailleurs réputé. Il y avait un film qui avait été sur le lac des Dames, qui avait été. Ils allaient pêcher à la grenade, parce qu'évidemment, ils avaient été dans l'armurerie des SS. Et alors là, les Américains tiraient dessus, parce que ils allaient pour amener du poisson dans le camp. Mais les SS, ils savaient, enfin, je leur accorde cette circonstance atténuante qu'ils ne savaient pas à la grenade qui lançait les grenades, quoi. Encore qu'ils voyaient les balaises que c'était. Hein. Donc, voilà, tout ça, c'est un peu, tu vois, c'est un peu mélangé comme ça. Alors, il y a des choses qu'on aime, d'autres qu'on aime moins, mais bon,
C'est comme ça les hommes. Et là, c'est la libération, donc voilà, je suis... Et puis il y a un meeting organisé par le Parti communiste. Et alors, mais là, il n'y a pas que les communistes, il y a tout. D'ailleurs, tu vois, c'est là où le fait d'être spontané, j'aurais pu te dire les noms qui étaient des ministres de Gaulle après, ou autres d'ailleurs, de la Troisième République, qui assistaient également à ce meeting. Et là, pour la première fois, Maurice Thorez, j'avais entendu. Jacques Duclos, André Marty, les autres, pas connaître, je connaissais pas. Mais bon, les gars, ils parlaient toujours de la France qu'on allait construire et tout le truc. Et à la fin, distribution des cartes du Parti communiste. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.